2h40 du matin. Sur le quai d'Odessa, une grue en acier s'effondre dans un grondement métallique. Un drone Shahed 136 vient de la percuter de plein fouet. Derrière lui, 40 autres appareils traversent la mer Noire à toute allure, leurs moteurs vrombissant dans l'obscurité. Sur le Pierre, un pick-up vert sombre pile en urgence. Dans le plateau arrière, une mitrailleuse à 6 canons M134 s'emballe. Le drone de tête disparaît dans un nuage de métal. Mais les seins se divisent. 20 drones piquent vers les silos à grains, se glissant derrière les entrepôts en béton pour s'y cacher. Ils pensent avoir trouvé l'angle mort. Puis, une petite boîte sur palette boulonnée au plateau d'un camion voisin pivote lentement. C'est le système Vampire américain. Son roquette guidée APKWS de 70 mm se dirige d'elle-même vers le drone entrant et frappe son moteur en plein centre. 4 secondes plus tard, une deuxième roquette est déjà en vol, puis une troisième. Le système Vampire transforme un simple pick-up en tireur d'élite chirurgical. Le plan russe était simple, saigner l'Ukraine à blanc en la forçant à dépenser des missiles coûteux contre des cibles bon marché. Mais avec le Vampire et la mitrailleuse M134, les Américains viennent de briser cette logique. Sauf que les écrans des unités Vampire se mettent à vaciller. Les signaux radars des 20 drones restants disparaissent d'un coup, comme si on avait éteint une lumière. La première vague de Shahed 136 n'était pas l'attaque principale. Ces drones n'avaient qu'un seul rôle, faire du bruit, se montrer et forcer les systèmes Vampire à activer leurs capteurs actifs. En tirant leurs roquettes APKWS, les camions armés ont transmis leurs coordonnées GPS exactes aux avions de renseignement électronique russes qui tournaient en cercle au-dessus de la mer Noire. Soudain, un nouveau signal hurle à travers le réseau de défense. La Russie vient de lancer un KH-31P, un missile anti-radiation. Ce missile remonte le faisceau radar du système Vampire jusqu'à sa source. Le premier KH-31P frappe le quai à 180 mètres d'un silo à grains. Le béton se liquéfie sous le choc. L'onde de souffle projette un conteneur maritime dans les airs comme un jouet d'enfant. Les Russes ont utilisé des drones bon marché pour forcer les capteurs américains coûteux à se révéler. Puis ils ont utilisé un missile supersonique pour crever l'œil de la défense. C'est à ce moment précis que l'essaim fantôme arrive. Des eaux noires émergent 15 nouveaux Shahed 136. Cela ne ressemble pas au modèle de la première vague. Leurs échappements ont été étouffés, leurs carlingues recouvertes d'une peinture noire absorbante pour le radar. Puisque le KH-31P vient de détruire les capteurs de suivi principaux, ces drones sont désormais pratiquement invisibles. Une mitrailleuse M134 de secours pivote dans tous les sens, crachant des traçantes dans l'obscurité. C'est une défense à l'aveugle. Un Shahed 136 est effleuré, son aile se brise, il plonge dans le port en explosant. Mais 3 autres drones utilisent l'éclair de cette explosion pour masquer leur approche finale. Ils piquent, ils visent les camions armés restants. Les Russes ont compris que tant que les systèmes américains fonctionnent, le port est une zone interdite. Pour s'emparer de la ville, il faut tuer les camions. Un drone s'écrase sur l'asphalte à 9 mètres d'une deuxième unité Vampire. Le camion doit bouger. Il passe en première, fonçant le long du quai pour échapper aux flammes. Mais un camion en mouvement ne peut pas tirer avec précision. Pendant que le camion manœuvre, l'essaim fantôme se scinde une nouvelle fois. 5 drones montent à 150 mètres d'altitude, puis coupent leur moteur. Ils planent en silence total. Ils tombent vers la partie la plus vulnérable du port, les sous-stations électriques qui alimentent toutes les pompes à eau de la ville. Les défenses américaines sont tiraillées dans 2 directions à la fois. Si elles restent pour protéger le réseau électrique, les missiles supersoniques trouveront leurs capteurs. Si elles bougent pour se cacher des missiles, les drones planeurs s'abattront sur l'infrastructure de la ville. Au moment précis où le premier drone planeur aligne son nez sur le toit de la sous-station, un nouveau son résonne sur l'eau. C'est le sifflement aigu d'une impulsion à énergie dirigée. Les Américains avaient gardé une dernière carte, une qu'ils n'avaient pas encore montrée aux Russes. Et celle-là ne produit aucun faisceau radar qu'un missile pourrait suivre. Le long du périmètre du réseau électrique, 4 mitrailleuses M134 sont montées sur des plateformes haute mobilité. Ces systèmes sont maintenant reliés à des capteurs acoustiques, des microphones haute sensibilité capables d'entendre le sifflement du vent sur les ailes en plastique d'un drone à 730 mètres de distance. La première mitrailleuse attend que la triangulation acoustique confirme la cible. Puis, elle ouvre le feu. La M134 tire 66 projectiles par seconde. Elle ne cherche pas à sniper le drone. Elle construit un mur de métal dans l'air, impossible à traverser. Si le drone touche n'importe quelle partie de cet arc, il meurt. Un drone de l'essaim fantôme est pris dans la rafale. Les projectiles transpercent son nez et font exploser sa charge instantanément. Les contrôleurs russes réalisent que la tactique des planeurs a été repérée. Ils déclenchent un nouveau retournement de situation. Les 2 drones fantômes restants ne sont pas des Shahed 136 ordinaires, ce sont des drones porteurs.
Tandis que les traçantes de la M134 et les cherchent, les drones se scindent. Leur coque extérieure se détache, libérant 6 petites munitions rapides à guidage autonome depuis chaque cellule. En un instant, la défense ne suit plus 2 cibles, elle en suit 12. Ces micro-munitions sont trop petites pour que la M134 les suive individuellement et trop rapides pour être interceptées par un rideau de plomb. Elles piquent vers les ventilateurs de refroidissement de la sous-station. Si ces ventilateurs sont détruits, les transformateurs surchaufferont et fondront. Le port et la ville plongeront dans le noir, peu importe si les silos à grains sont encore debout. Les canons de la M134 rougeoient, une arme s'enraye, une douille mal éjectée, le mur de plomb a un trou. 3 micro-munitions passent à travers cette brèche. Elles sont à 3 mètres de la clôture de la sous-station. Mais au moment où les munitions franchissent la ligne de clôture, leur gyroscope interne commence à s'emballer. Elle dévient brusquement sur les côtés et s'écrase sur le béton, explosant sans danger, loin des transformateurs. L'impulsion à énergie dirigée vient d'être activée. C'est un court-circuit micro-ondes de haute puissance. Le système américain dit THOR, pour Tactical High Power Operational Responder, vient de projeter un cône d'énergie sur la sous-station. Il ne brise pas les ailes des drones, il frit leur cerveau. L'électronique des munitions est instantanément grillée. Le pari russe des micro-munitions a échoué, mais les avions de renseignement électronique russes continuent de tourner en cercle. 3h22 du matin, le port est désormais une partie d'échecs où chaque coup révèle la position du joueur. Les avions russes lancent un deuxième missile KH-31P. Ils veulent détruire le système THOR qui vient de griller leurs micro-munitions. Mais au moment où l'impulsion micro-ondes s'est terminée, le système THOR a été mis hors tension. Le camion sur lequel il est monté fonce déjà vers un tunnel en béton. Le missile russe arrive 3 minutes plus tard, frappant une portion d'asphalte vide. Mais le drone mer russe, une plateforme bimoteur de grande taille, est en vol stationnaire à 8 km au-dessus de la mer Noire. Il permet aux pilotes russes de voir à travers les caméras de n'importe quel drone encore dans la zone. Tant que ce drone mer est en l'air, la Russie a une vue de Dieu sur le port d'Odessa. Le camion Vampire sur le quai est aveugle. Son mât de capteur a été détruit dans l'explosion précédente. Mais le système est agnostique au vecteur. Cela signifie que l'arme et le capteur n'ont pas besoin d'être sur le même camion. Un petit drone lancé à la main, un Puma AE, vole en cercle à 600 mètres au-dessus du port. Il est pratiquement invisible au radar russe car il est fabriqué en mousse légère. Il est équipé d'un désignateur laser. La caméra du Puma localise le drone mer russe à 8 km de distance. Sur le quai, le lanceur Vampire reçoit les données de ciblage du Puma. Puis une roquette APKWS de 70 mm quitte son rail. Elle effectue une manœuvre en cloche, grimpant haut dans l'air froid pour gagner de l'énergie potentielle. En montant d'abord, la roquette peut planer plus loin et tendance à porter bien au-delà de ce qu'une roquette standard peut atteindre. Quand l'APKWS atteint l'apogée de sa trajectoire, ses 4 ailettes de guidage se déploient. Ces ailettes captent le reflet du faisceau laser projeté par le petit drone Puma à 8 km de là. La roquette pique. Le drone mer russe tente de manœuvrer. Il tire des leurres thermiques. Il essaie de brouiller le signal. Mais l'APKWS ne cherche que cette longueur d'onde spécifique de lumière laser. On ne peut pas brouiller un faisceau laser avec une radio. C'est comme essayer d'éteindre une lampe de poche en criant dessus. L'APKWS frappe le drone mer exactement à la jonction entre l'aile et le fuselage. En un instant, chaque drone russe encore en vol au-dessus d'Odessa perd sa connexion. Ils entrent en mode de vol stationnaire, dérivant sans but dans le vent. Mais la Russie a un dernier coup de force. Si les drones chirurgicaux ne peuvent pas passer, ils utiliseront la puissance supersonique brute pour écraser l'esprit du port. Depuis une batterie côtière dissimulée près de Sébastopol, un missile de croisière supersonique P-800 Onyx hurle hors de son lanceur. C'est une arme de 4 tonnes conçue pour couler des porte-avions américains. Le missile se déplace si vite qu'il atteint le port d'Odessa en moins de 4 minutes. Les canons traditionnels ne peuvent pas pivoter assez vite pour le suivre. Les unités de mitrailleuses M134 au sol sont inutiles contre une cible se déplaçant à cette vitesse. Les projectiles rebondissent simplement sur le cône avant renforcé comme des cailloux contre un char. Mais la défense américaine a un dernier retournement de situation. Les camions Vampire ne sont plus des unités individuelles. Ils ont rejoint un réseau distribué. 3 camions différents, garés à 800 mètres les uns des autres, verrouillent tous leurs désignateurs laser sur un point unique dans le ciel à 5 km devant le missile P-800 Onyx entrant. Les camions partagent leurs données via une liaison sécurisée, agissant comme une seule machine. Une salve de 6 roquettes APKWS est lancée depuis les camions en séquence décalée. Elle vise l'espace que le missile est sur le point d'occuper. C'est comme un quarterback qui lance un ballon là où le receveur sera, pas là où il est maintenant. Quand les roquettes APKWS atteignent le point d'interception, les Américains ont équipé ces roquettes spécifiques de fusées de proximité.
Ces fusées utilisent des minuscules impulsions radar pour détecter quand quelque chose est à proximité. Les 6 roquettes détonnent simultanément, créant un immense nuage d'éclats en tungstène, des milliers de petits projectiles tranchants suspendus dans l'air. Le missile P-800 Onyx vole droit dans ce nuage. Sa prise d'air est déchiquetée. Les aubes de turbine à l'intérieur se brisent et explosent à travers le fuselage. Le P-800 Onyx perd sa stabilité aérodynamique et commence à culbuter, se retournant bout à bout à des vitesses supersoniques. Il se désintègre en plein vol, dispersant des débris en feu sur le port vide dans une pluie de métal en fusion. Le missile côtier le plus coûteux de la Russie vient d'être vaincu par une grappe de roquettes à 30 000 $ pièce. Mais les commandants russes, désespérés de sauver le raid, lancent une vague finale. Ils tirent tous les missiles antinavires KH-35 restants de leur inventaire, accompagnés de 10 anciens missiles sol-sol S-300 modifiés pour l'attaque au sol. Ils jettent tout ce qu'ils ont sur Odessa. Mais les Américains ne sont pas à court de réponses. Les unités des mitrailleuses M134 sur les pick-up travaillent maintenant en tandem avec les capteurs Vampire pour créer un rideau de plomb de 3 km de long. Les canons de la M134 tournent jusqu'à rougeoyer. Ils tirent des rafales continues de 3 secondes de balles de 7,62 mm. Un missile KH-35 est pris dans le feu croisé. Son système de guidage est pulvérisé et il dévie sauvagement vers la mer, explosant en un geyser de 60 mètres d'eau salée. Un autre missile, le S-300, s'écrase sur une digue en béton, mais l'onde de souffle est absorbée par la mer. La défense tient. Puis vient le dernier retournement de situation. Les Américains n'ont pas seulement envoyé des camions défensifs, ils ont envoyé des éponges de renseignement. Chaque fois qu'un missile KH-31P ou un P-800 Onyx a été lancé, un avion de reconnaissance américain RC-135 Rivet Joint, volant dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire, écoutait. Il a enregistré les fréquences radar exactes et les coordonnées de lancement de chaque batterie russe en Crimée. Les Américains ont cartographié l'intégralité du réseau de défense côtière russe. Les commandants russes ont compris trop tard. Ils n'ont pas attaqué Odessa. Ils ont offert aux Américains un laboratoire à feu réel pour perfectionner leurs algorithmes anti-drones et anti-missiles. Les 30 drones Shahed 136 qui dérivaient sans but sont les derniers à tomber. Les camions Vampire les éliminent méthodiquement, l'un après l'autre. Le ciel au-dessus d'Odessa est dégagé. Il y a quelque chose dans cette histoire que presque personne ne mentionne jamais. Et c'est ce qui rend la roquette APKWS véritablement remarquable. Tout le monde se concentre sur le guidage laser. Mais le vrai secret est le kit de guidage WGU-59-B. C'est un kit à mi-corps. Cela signifie que le cerveau de la roquette n'est pas dans le nez. C'est un anneau qui se visse au milieu du corps de la roquette, entre le moteur et la charge explosive. Pourquoi est-ce important? Parce que cela permet de conserver l'ogive originale lourde et robuste. Si on met le cerveau dans le nez, la roquette devient fragile et dispose de moins d'espace pour les explosifs. En le plaçant au milieu, l'APKWS conserve la puissance brute d'une roquette des années 70, mais gagne la précision d'une bombe intelligente du XXIe siècle. Pendant que la Russie épuise son économie à construire de nouveaux drones, les Américains rendent simplement leur vieux stock plus intelligent. La guerre du futur ne sera peut-être pas une question de qui possède l'arme la plus récente. Et on peut se demander, honnêtement, si cette réalité change quelque chose à la façon dont on pense à la dissuasion, à la technologie, à ce que signifie vraiment avoir l'avantage dans un conflit. Certains diront que la supériorité technologique suffit. D'autres répondront que tant qu'il y aura des humains pour trouver les failles, aucun système ne sera jamais invulnérable. Qui a raison?